D'accord. Donc, cela vous donnera un avantage sur votre CV en tant que développeur Python en seulement une semaine de codage. Je viens de commencer à développer une application en Python qui utilise l'intelligence artificielle. Ce que je veux créer, c'est une application où vous pouvez fournir à l'intelligence artificielle n'importe quel de vos documents personnels, puis lui poser des questions à ce sujet. Mon plan, par exemple, est de l'intégrer à la fin avec mon Google Calendar, afin de pouvoir, par exemple, faire des requêtes comme qu'est-ce que j'ai à l'agenda pour cette semaine, diviser ou arranger par les étiquettes, par les taxes, etc. Après une rapide recherche, je suis tombé sur LangChain. C'est une bibliothèque Python qui, en bref, vous permet de créer votre propre chatbot en utilisant l'API de n'importe quel LLM, Large Language Model. J'ai choisi l'API gratuite de OpenAI car elle est actuellement la plus populaire. En tant que débutant, j'ai commencé par suivre le tutoriel rapide fourni dans la documentation de LangChain. Je l'ai fait en utilisant un notebook Jupyter. C'est un outil pour exécuter les scripts de Python ligne par ligne, vous donnant comme ça plus de contrôle dans le débogage, dans le debugging. C'est extrêmement utile lors du travail avec l'intelligence artificielle, vous savez. Permettez-moi de vous montrer les outils de base que LangChain offre. Tout d'abord, nous devons importer l'API OpenAI. J'ai le mien défini dans les variables d'environnement. Cette API offre un essai gratuit de $5, ce qui pour les développeurs amateurs, pour les loisirs, est plus que suffisant si vous me demandez. Note rapide, vous devrez utiliser une adresse email personnelle pour obtenir l'API. J'ai essayé avec mon adresse email universitaire, mais ça n'a pas fonctionné. C'est une question de permission, je suis sûr. Je vais le démontrer avec un exemple de questions-réponses facile à suivre. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes le 7 mars 2024 et nous savons que ChatGPT n'est pas à jour avec les données les plus récentes, je vais lui demander où est né le président actuel de la Colombie. Juste ici, where was born the current president of Colombia. Et puis il a répondu, I'm sorry, je suis désolé. Je n'ai pas d'informations sur le président actuel de la Colombie car mes données d'entraînement ne vont pas jusqu'à septembre 2021. Ensuite, ce que nous devons faire est de commencer à personnaliser la prompt, la requête, afin que ChatGPT puisse le retrouver plus facilement. Je vais lui dire qu'il est un présenteur de nouvelles de classe mondiale. Juste ici, ce qu'il fait, c'est de personnaliser, de customiser, et puis la prompt en disant que le système va me répondre à sa World Class News Anchor. Ok. Comme ça, il n'a pas encore la réponse, mais ça change un peu la réponse. Et puis j'ai ajouté simplement un string parser, et après ça, il m'a répondu, ok, le président actuel de la Colombie est Iván Duque Márquez. Il est né le 1er août 1976 à Bogota, Colombia, ce qui était correct il y a 2 ou 3 ans, mais plus maintenant, non? Donc à partir de maintenant, je vais juste augmenter la quantité de contexte. Pour cela, je vais lui faire rechercher cette page Wikipédia sur la présidence de Colombie, juste ici. Lorsque nous ajoutons un fichier externe au contexte, il y a un flux d'informations assez standard que nous devons respecter. Le voici, la chaîne de récupération. Pour répondre correctement à la question initiale, nous devons fournir un contexte supplémentaire au Large Language Model. Nous pouvons le faire via la récupération, le retrieval. La récupération est utile lorsque vous avez trop de données pour les transmettre directement au Large Language Model. Vous pouvez alors utiliser un récupérateur, un retriever, pour récupérer uniquement les morceaux les plus pertinents et les transmettre ensuite. Comme ça, c'est le diagramme que LangChain nous offre dans ce website. L'un des moyens les plus courants de stocker et de rechercher des données non structurées est de les intégrer et de stocker les vecteurs d'intégration résultants. Au moment de la requête, nous intégrons la requête non structurée et récupérons les vecteurs d'intégration qui sont les plus similaires. À la requête intégrée, un magasin de vecteurs est la responsable de stocker les données intégrées et d'effectuer la recherche vectorielle pour vous. Pas d'inquiétude, en Python, nous pouvons le faire en seulement 3 lignes de code. Maintenant, il va nous répondre quelque chose d'autre, comme ça. Et celles-ci sont les 3 lignes de code dont je vous parlais. Comme ça, la réponse change
Le contexte ne fournit pas d'informations sur le lieu de naissance du président actuel de la Colombie, ce qui est juste. Cette page ne spécifie pas où est né le président. Même si vous n'avez pas besoin de faire une requête sur Internet, vous passez simplement votre propre contexte, comme ici. Je lui fournis un contexte que je viens d'inventer. Je lui dis que le président de la Colombie c'est un mec qui s'appelle Fernandez et il est né à New York, ce qui est faux. Mais en respectant ce contexte, il me répond ah ouais, le président actuel de la Colombie est né à New York. Ça peut vous être très utile si vous n'avez pas besoin de faire une recherche des informations les plus récentes, les plus mises à jour. La chaîne de récupération des conversations. La chaîne que nous avons créée jusqu'à présent ne peut répondre qu'à des questions simples. L'un des principaux types d'applications Large Language Model que les gens construisent sont des chatbots. Alors, comment transformons-nous cette chaîne en une qui peut répondre à des questions de suivi? Nous pouvons toujours utiliser la fonction Create Retrieval Chain, mais nous devons changer deux choses. La méthode de récupération ne doit désormais pas seulement fonctionner sur la dernière entrée, mais plutôt prendre en compte tout l'historique. La chaîne Large Language Model final doit également prendre en compte tout l'historique. Mise à jour et de la récupération. Afin de mettre à jour la récupération, nous allons créer une nouvelle chaîne. Cette chaîne prendra en entrée la dernière entrée, input, et l'historique de conversation, chat history, et utilisera un Large Language Model pour générer une requête de recherche. Juste ici. Donc, fondamentalement, ce que nous faisons est d'ajouter un nouveau paramètre dans le modèle de prompt appelé chat history, l'historique des chats. Et à chaque fois que nous posons une question au modèle, nous mettons à jour l'historique des chats pour qu'il inclue toutes les questions que l'utilisateur a posées d'un côté et toutes les réponses que le modèle a répondu de l'autre côté. Avec un prompt comme ça, et chaque fois que nous faisons une nouvelle requête, cette requête contient en dessus toute la conversation précédente. Nous l'envoyons à l'API et voilà, nous donnons aux utilisateurs l'illusion de la continuité. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est une sorte d'ingénierie inverse. Je dis au modèle, given the above conversation, étant donné la conversation ci-dessus, générer une requête de recherche pour chercher afin d'obtenir des informations pertinentes pour la conversation. Cela démontre simplement qu'il a ajouté les requêtes précédentes dans sa seule historique de chat. Et après ça, on peut voir ici finalement la réponse. Le président de la Colombie, Gustavo Petro, est né à Ciénaga de Oro, Córdoba, en Colombie. Ce qui est correct. Parfait. Alors, une note importante. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Eh bien, en gros, je ne sais pas. C'est plus lié à la façon dont ChatGPT lui-même fonctionne. Il fonctionne mieux en fonction de la qualité du contexte que vous lui fournissez. Avant, nous lui posions simplement des questions courtes. Et il répondait simplement, eh bien mec, je ne sais pas. Mais maintenant, que nous fournissons toute l'historique de la conversation, y compris les informations de la page internet, maintenant il a assez d'un matériel pour faire le lien. Ah d'accord, selon ce site web, le président est Petro, et je connais pas le lieu de naissance de cette personne-là, mais je connais le lieu de naissance d'une personne appelée de la même manière, car quand il a été entraîné, cette personne était incluse dans le module de données. Donc je peux vous dire ce lieu de naissance alors. D'accord. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser l'API de Google Calendar pour personnaliser la récupération d'événements à partir de vos calendriers. Essentiellement, vous devez faire trois choses pour utiliser cette API. 1. Activer l'API Google Calendar. 2. Configurer la fenêtre de Consent Mode OAuth, qui est la fenêtre que les utilisateurs, comme nous, rencontrent lorsqu'ils accordent l'accès à leur compte Google. Et 3. Autoriser les identifiants de l'API dans votre application. Le processus ressemble plus ou moins à ceci. Accéder à cette website, à cette page, c'est la console Cloud Google, c'est la page de la nuage de la console de Google depuis votre compte. Voici la mienne. Créer un nouveau projet. Vous allez ici, dans mon cas, j'ai déjà créé mon projet, mais vous pouvez le créer avec ce bouton-là. Une fois le projet créé, sélectionnez-le dans le menu déroulant, c'est juste ici, vous le sélectionnez. Vous devez maintenant activer les API que vous souhaitez utiliser pour votre projet. Dans mon cas, j'ai envie seulement d'utiliser l'API de Google Calendar. Et pour ça, j'ai dû faire une petite recherche de l'API de Google Calendar. Et nous voilà. C'est important de vous dire que toutes les API de Google ont une documentation étendue expliquant comment les utiliser.
Personnellement, je préfère les guides de démarrage rapide, ce qu'on appelle les quick starts, car j'aime passer à l'action le plus rapidement possible. Alors, on vient ici. Dans le guide de démarrage rapide, sélectionnez le langage de programmation que vous utilisez. Dans mon cas, c'est Python, et on va suivre les étapes, un par un. Pour configurer la fenêtre de OAuth, c'est la deuxième chose qu'on va faire après avoir activé l'API de Google Calendar. On fait clic sur ce bouton et ça va nous amener ici. En fait, la configuration de la fenêtre est très simple. Ce qui nous demande, c'est simplement si c'est une configuration pour une application qui sera publique ou privée. Ça veut dire externe ou interne. Dans notre cas, sera externe, interne et destiné aux entreprises disposant d'un domaine web. On doit configurer un nom pour l'application, dans le mot cas c'est VGCC test. Fournissez l'adresse email de la personne responsable des données qui seront collectées. Dans le mot cas j'ai mis ma propre adresse email personnelle. Vous allez laisser la partie du domaine vide et enregistrer et continuer. Pour les permissions, ajoutez simplement les autorisations de Calendar. Vous allez ici, vous pouvez voir que j'ai juste ajouté la permission de Google Calendar API. Et vous allez mettre à jour ça. Et puis on continue. Et après, dans les utilisateurs de test, ajoutez les personnes qui testeront l'application. Dans mon cas, j'ai mis mes 2 adresses email. Et voilà. Vous sauvegardez ça et c'est fini, c'est parti. La dernière chose qu'il reste à faire, c'est de créer les crédentiels. Traduit au français, c'est plus ou moins les identifiants, disons. Alors on va ici. Moi, je les ai déjà créés. Mais c'est très simple, il y a un bouton ici qui dit créer crédentiel. Vous allez créer avec l'idée des clients OAuth et puis vous allez choisir l'option pour que c'est pour un desktop application, pour une application de bureau. Et à la fin de tout ça, vous devrez télécharger le fichier JSON. Vous devez le renommer comme ça, laissez-moi vous montrer, credentials.json et le placer dans votre projet. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas de l'ajouter à votre fichier .gitignore avec le fichier token.json. Ce dernier est un fichier qui est créé au moment de l'exécution après qu'un utilisateur se connecte à l'application et contient ces tokens d'accès. Vous ne voulez pas que ces secrets soient divulgués. Faites-moi confiance. Et enfin, vous allez installer cette bibliothèque dans votre environnement de développement. Dans mon cas, c'est le Jupyter Notebook. Et bel et bien, tu viens de copier-recoller le code du guide de démarrage rapide et j'ai apporté quelques modifications jusqu'à présent. Au début, on va importer les bibliothèques, ouais, c'est normal. La variable scopes définit la portée d'accès pour l'API de Google Calendar. Dans ce cas, elle est configurée pour un accès en lecture seul. Ça commence par vérifier s'il existe des identifiants stockés, des credentials stockés dans un fichier appelé token.json. Si le fichier existe, ça va charger les identifiants à partir de celui-ci. S'il n'y a pas d'identifiants stockés ou si les identifiants stockés ne sont pas valides, ça va lancer un nouveau flux de OAuth pour obtenir de nouveaux credentials. Le flux, c'est juste ici. Et après ça, c'est plus simple. Vous allez définir les dates de début et de fin pour la plage de temps pour laquelle les événements du calendrier seront récupérés. Dans ce cas, je vais obtenir tous les événements depuis un an jusqu'à aujourd'hui. Enfin, appelez l'API Calendar pour récupérer les événements entre les dates spécifiées et imprimer l'heure de début et le résumé de chaque événement. Le summary. D'accord, on va exécuter le code. Laissez-moi faire quelque chose ici. Ici, c'est le token.json. Je vais le supprimer pour vous montrer tout le processus tout complet. Alors, je vais le sélectionner ici, delete. Oui, move to recycle bin. Je vais exécuter ça, Et alors, ça va me mener ici à la fenêtre d'authentification que moi-même viens de configurer avant. Je vais choisir la compte. Et ça me dit que Google n'a pas vérifié cette application et c'est normal parce que alors c'est une application de loisirs que je viens de faire. C'est pas sécurisé. Et je vais continuer parce que je vais donner l'accès à l'application de mes données. Après ça, on vient ici et
Le voilà! Nous pouvons voir que ça a très bien fonctionné. En fait, ça fonctionne si bien que certains de ces événements n'étaient pas réellement dans le calendrier de compte Google que j'utilisais pour l'exemple, mais dans mon autre calendrier Google, celui que j'ai créé pour ma séjour à Montréal. Alors je me pose la question, comment Google a accédé à ces événements et au-delà de ma compréhension? Ça, c'est un peu disturbing, un peu perturbant, si vous me demandez. Mais on va. De toute façon, ça marche bien. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'alimenter le Large Language Model que nous venons de créer avec les événements que nous venons de récupérer du calendrier. Une éternité plus tard. Et nous voilà. Nous avons développé le front-end avec Angular 17 et j'ai construit le back-end avec FastAPI. Notre protocole d'internationalisation s'appelle protocole ED-Suite-N et ça nous permet de déployer l'application aux différentes langues. Par exemple ici, je viens de construire l'application avec la version française pour faciliter. D'accord, maintenant explorons la page de à propos. Là, vous trouverez les instructions d'utilisation, des moyens et de me contacter. Et aussi des liens vers les dépôts du projet pour que vous puissiez créer votre propre version, quoi. Comment utiliser, c'est très important. Exemple d'utilisation. Par exemple, incluez vos emails de calendrier personnel et professionnel, puis demandez que j'ai prévu pour la semaine prochaine. Y a-t-il des conflits d'horaire? Ou aussi quelque chose que vous pouvez faire, c'est intégrer le calendrier de vos amis et demander conseil sur le jour et l'heure idéaux pour des réunions sociales ou des vacances. C'est correct. Maintenant, voici où ça devient intéressant. En utilisant ChatGPT, je demande mon emploi du temps pour la semaine prochaine. Disons, qu'est-ce que j'ai pour la semaine prochaine? À ce moment-là, il n'y a pas de contexte. Et il vient d'inventer quelque chose. Mais ensuite, je vais sélectionner la plage des dates. Ici, je vais faire un fetch depuis janvier, le 1er janvier, jusqu'à, disons, la fin de ce mois, la fin d'avril. Et je vais ajouter un calendrier. Ça va activer le flow d'authentification de Google. J'ai déjà testé l'application avec C'est du compte. On dit continue, continue, continue. Et voilà. Et le flux d'authentification est fini et je peux fermer cette fenêtre. Et voilà, nous pouvons voir qu'il y a un menu des utilisateurs qui ont été ajoutés à l'application. Et il y a une date d'expiration que c'est juste aujourd'hui. En 8 heures peut-être. Ça c'est pour des raisons de sécurité. Je ne vais pas garder les tokens de session pour toujours. Alors, je vais demander la même question. Parce que si je vais dans le backend, je peux vous montrer ça dans le texte. Ici, il y a déjà une liste de tous les événements qui ont été faits, qui ont été retrouvés dans le compte de Google que j'ai choisi. Alors, si je fais la même question, ça devrait me répondre d'une manière différente, d'une manière plus exacte, plus précise. Et voilà, voici les événements que vous avez. Le 11 avril, recherche de jeux de taekwondo proche, oui c'est vrai. La planification avec mon oncle sur Airbnb. La révision de votre profil LinkedIn. Le démarrage rapide de TensorFlow, ouais, ce sont des événements réels. Maintenant, je peux même ajouter un autre calendrier dans la même plage de dates. Mon compte personnel. Et voilà, le flux d'authentification est fini. Maintenant, il y a 2 utilisateurs, chacun avec leur propre date d'expiration. Et si je demande la même question, je me demande si pas grand chose a changé. Je pense que dans mon compte personnel, ah ouais, j'ai l'éditeur vidéo, faire l'édition des vidéos. Ouais, c'est vrai, ça c'est différent de la dernière fois. Ou aussi des... Si. Je peux vous montrer dans le... Juste ici, il y a un autre calendrier, User One. Quel jour étaient mes vacances à Orlando? Et mes vacances
était prévu pour le 24 janvier, et ça c'est vrai. Alors ça marche tout bien. Et pour finaliser, je vais presser ce bouton. Are you sure you want to reset all? Que si je suis sûr que je veux réinitialiser tout, je dis que oui. Et ça va enlever l'historique du chat, ça va enlever les utilisateurs, ça va enlever le contexte. Vous pouvez voir que juste ici, il n'y a rien des événements que j'avais retrouvés, ils ont été enlevés. Et voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de montrer votre soutien si vous avez aimé cette vidéo en cliquant sur j'aime sur YouTube, en vous abonnant et en activant la cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos. Et merci de m'avoir regardé. À la prochaine.